C'est parti. Alors, bonjour Olivier. Donc, Olivier, on se connaît depuis une dizaine d'années maintenant, hein, ça à force. Ça ne nous réunit pas. Tu étais à l'époque en charge de la stratégie chez EDF et tu y avais déjà fait un bon bout de carrière avec une coupure dans la banque d'affaires. Je pense que tu vas pouvoir nous en parler 5 minutes. Donc, aujourd'hui, tu es un banquier d'affaires et tu as une grosse expérience dans le domaine de l'énergie. Et un investisseur aussi. Et tu es aussi un investisseur. Donc, tu es rentré chez EDF directement en sortant de tes études, donc école de commerce Sciences Po, et hop, EDF. Voilà. Et là, tu as travaillé, donc c'est quoi, une dizaine d'années dans toute la partie équipement, construction? Oui, un peu moins. Et bien que j'ai une formation en gestion et Sciences Po, j'ai très vite été dans les directions les plus techniques. Et j'ai adoré ça, justement, être le type différent qui pose des questions qui emmerdent les techniciens. Voilà. Ouais, c'est un objectif dans ça. Non, c'est un mode. Donc tu as après ça bifurqué vers la finance, donc d'abord en allant t'occuper de la dette dans la direction financière, et puis après tu as été inspiré par une banque d'affaires allemande à Londres. Avant ça, j'ai créé l'activité fusion-acquisition du groupe dont j'ai été le patron. Et ensuite, ayant fait ça quelques années, j'ai été chassé et puis invité Deutsche Bank à les rejoindre à Londres comme directeur général fusion-acquisition Europe. Et tu faisais, si je me souviens bien, beaucoup de fusion-acquisition, mais essentiellement à l'international, donc c'est chose qui intéresse beaucoup nos amis de Londres. Essentiellement, oui. EDF évitait de grossir en France, un monopole historique qui n'a pas intérêt à être encore plus gros chez lui. Donc la croissance, on a été la chercher en plus là avec un accent ou un autre accent, elle était, c'est-à-dire hors de France. Et ça n'a pas tellement changé d'ailleurs. Donc les zones sur lesquelles tu intervenais, c'était quoi? Tu étais intervenu aux États-Unis, tu es intervenu sur l'Angleterre? Partout, Brésil, Chine, partout, tous les pays d'Europe, Afrique, Argentine. Donc tu étais un sérieux client pour Air France. Voilà. Good. Donc tu as fait un passage chez Deutsche Bank. Oui. À la fusion-acquisition pour l'Europe. Entre-temps, j'avais fait une petite coupure comme conseiller technique dans un gouvernement Juppé 1. Voilà. Et puis quand je souhaitais arrêter l'expérience anglaise chez Deutsche Bank, au bout de 3 ans et quelques, et donc EDF m'a proposé d'être directeur de la stratégie parce que j'étais l'homme de l'intérieur qui connaissait le mieux l'extérieur et l'homme de dehors qui connaissait le mieux dedans. C'est comme ça qu'il m'avait présenté les choses. Et il s'agissait d'écrire Equity Story pour la mise en bourse d'EDF. Et pour ça, il fallait un stratège un peu différent. Et en fait, c'est un de mes cœurs de compétences, c'est la stratégie quand même. En termes de secteur, c'est énergie, défense et high-tech. Et en termes de métier, c'est la stratégie, la finance. Voilà. Donc, dans mes hauts postes, j'étais directeur de la stratégie, j'étais patron des énergies renouvelables monde, et puis j'ai créé les activités, les systèmes décentralisés, dont je dirai un petit mot si ça t'intéresse tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc, énergie nouvelle, donc tu pilotais l'activité dite EDF Énergie Nouvelle, là, qui est l'acquisition qui avait été faite. J'étais le directeur ENR Group. Et dedans, il y avait une machine à deal qui s'appelait EDF Énergie Nouvelle, qui était cotée en bourse à l'époque. Voilà. Et qui avait un… Quelle est ta vision des énergies nouvelles? Si on le fait calmement, c'est un secteur en pleine croissance. Si on le fait calmement, je veux dire en raisonnant aussi économiquement. L'énergie, c'est quelque chose qui se trouve à l'intersection entre le calcul économique, les critères politiques d'indépendance et de souveraineté
et les critères politiques vis-à-vis de l'environnement et des critères sociétaux. Donc, il faut que ce soit compétitif, que ça corresponde à des normes environnementales et que ça permette pour la France son indépendance et sa souveraineté. Donc, on est tout le temps dans ces trois dimensions. Alors, si on garde en tête la rationalité économique, il faut faire, bien sûr, aussi des énergies nouvelles avec calme et mesure. Parce que comme on est en train de descendre la courbe d'apprentissage, on part de coûts qui étaient extrêmement hauts au début. Il ne faut pas mettre tous ces fonds en haut de la courbe. Moi, quand j'étais le patron des ENR, le mégawattheure solaire, il était à 420 € du mégawattheure. Si j'avais mis tout ce que j'avais comme milliard là-dessus, je m'enquillais pendant 20 ans des prix totalement en marché. Donc, il faut le faire en descendant la courbe d'apprentissage. Il faut investir aussi, pas uniquement, il faut investir en R&D et en amont. Il ne faut pas faire comme a fait la France à l'époque. Je m'étais battu contre ça. En donnant un tarif de rachat, on finançait par l'aval et on permettait à n'importe quel installateur de cuisine d'acheter des panneaux solaires en Chine et de les vendre à la veuve de Carpentras. Si on avait, nous, la France, investi beaucoup plus en amont, c'est-à-dire dans la production, dans la recherche, dans les usines, on avait une filière maîtrisée par la France. Ça n'a pas été le choix à l'époque de Borloo et d'autres, et donc on a combattu ça parce que ça coûtait cher à la France et à EDF. Mais sinon, et aux contribuables, effectivement. Alors, le contribuable, jusqu'à peu, il n'a jamais donné 1 € à EDF. EDF, c'est pour ça que EDF a... Non, mais au travers des prix de rachat pris en charge par la taxe sur les... Jusqu'au prix de rachat, oui. Moi, je suis rentré à EDF en 81 et de 81 jusqu'au prix de rachat, le contribuable n'a jamais donné 10 € à EDF. EDF s'est financé sur les marchés, donc c'est pour ça qu'il avait une dette considérable, donc j'étais un moment responsable. Et maintenant, oui, il y a, par le tarif de rachat, le contribuable, si tu veux le tarif de rachat uniquement sur le photovoltaïque et que sur 10 ans, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on devait acheter à des producteurs indépendants sur le voltaïque, ça coûtait 26 milliards à la France, le delta par rapport à la moyenne du parc. Voilà, bon, c'est bien, ça fait plaisir, mais c'est un plaisir à 26 milliards. Alors aujourd'hui, comme on imprime des billets à foison, c'est rien, 26 milliards, mais c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà. Et 26 milliards, donc c'est un surcoût qui est parti en panneaux solaires qui sont allés, qui ont en Chine. Quand j'allais en Chine, j'ai été accueilli à bras ouverts par des Chinois qui étaient émus aux larmes en me disant merci, et merci, m'ont brassé chaudement parce que la France avait permis de créer des emplois là-bas. Voilà. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, il faut investir sur les technologies. Ce sont des technologies qui sont en permanence en train de progresser, donc il faut être dedans, pas mettre tout l'argent en haut de la pente. Il faut attendre la courbe d'apprentissage, il faut la jalonner. Et ça sera le cas pour la batterie, par exemple. C'est le cas pour toutes les technologies. Maintenant, l'éolien, il est descendu fortement. Il est à coup de marché si on ne compte pas le backup et le backing qu'il faut pour être là quand il n'y a pas de soleil ou de vent. Si on enlève ça, mais il ne faut pas l'enlever, si on raisonne rationnellement, et ben maintenant, il n'est pas loin du prix de marché. Voilà. Du nucléaire ancien, pas du nucléaire nouveau, sur lequel EDF a pas mal perdu la main, mais du nucléaire ancien qui est jusqu'à 60 € du mégawattheure. Ben, on est au niveau de l'éolien hors backing. Voilà. Ok, super. Et donc toi, tu as été après ça dans un autre poste. Après être en charge des énergies nouvelles, qui était un poste sur les nouveaux systèmes. Les systèmes, voilà. En fait, pour résumer, sans embêter tout le monde avec ça, l'énergie, c'est une industrie très capitalistique. Ce que j'appelle capitalistique, c'est qu'il faut 7 € d'investissement pour générer 1 € de chiffre d'affaires. La deuxième industrie capitalistique, c'est le ferroviaire, c'est 5 pour 1. Les grosses industries comme le transport, c'est 2-3 pour 1. Le conseil, le banquier ou l'avocat ou le consultant, c'est 20 centimes pour faire 3 €. Donc, comme c'est capitalistique, il fallait évidemment jouer les rendements croissants et donc baisser le coût moyen par des grosses unités.
Donc les grosses unités, les barrages d'abord, le nucléaire, ce sont des moyens centralisés, puisqu'on n'en met pas partout, on n'en met qu'à quelques endroits. Et donc le modèle qui est sorti de ça, qui était naturel à l'époque, c'est un modèle top-down. Moi, à un moment donné, j'ai proposé au comité exécutif de changer de paradigme, ou disons d'ajouter un autre type d'activité, parce que 3 familles de facteurs allaient faire générer un nouveau paradigme. La première famille, c'est la dissémination des moyens de production. Alors, c'est symbolisé par les petits panneaux qui sont à droite à gauche sur les toits, et ça va aller beaucoup plus loin, parce qu'après les panneaux, ça va être le matériau lui-même qui va capter de l'énergie. Donc, ça peut être les vitres qui capturent de la lumière et qui en font l'électricité, ça peut être la peinture. Donc, on est dans de la dissémination. Et dans cette première famille technologique de facteurs, il y a la production dont je viens de parler, mais il y a aussi le fait que le cloud, les télécommunications, les moyens d'Internet permettent de rassembler, reconcaténer ce qui est épars et disséminé. Donc, les deux en même temps, ça pousse à des moyens qui sont plus locaux. Il y a une deuxième famille de facteurs qui est politique, qui est le fait que chaque élu de n'importe quel lopin de terre, il se sent obligé d'avoir une politique énergie-environnement. Et donc, il y a, pour les grands acteurs de l'énergie, en face d'eux, des gens qui ont des politiques ici ou là, plus ou moins contraires. Donc ça, c'est un facteur tendanciel. Il y a un autre facteur tendanciel qui est du côté sociétal, où les gens, ils acceptent une éolienne quand c'est eux qui l'ont financée, quand elle est au milieu du village et qu'ils peuvent la toucher, quand c'est de l'énergie fonctionnelle. Et donc tout ça, ça ramène un paradigme que j'ai appelé système décentralisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'être top-down, il est bottom-up. On agrège, on optimise un territoire. On dit dans ce territoire, j'ai ces ressources ou celles-ci. Je fais un optimum intégré entre de la production et de la consommation, sans faire du transport à longue distance. Et c'est le surplus que j'envoie sur le marché. Donc c'est un modèle qui est bottom-up. Voilà. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut basculer de l'un à l'autre, mais je pensais, à l'époque, j'avais convaincu EDF, mais EDF après a perdu un peu de temps là-dessus quand je suis parti. Je pensais que c'était un métier pour un grand énergéticien, parce que c'est un métier d'architecte ensemblier. C'est un métier où il faut une ingénierie d'intégration entre les petites éoliennes, la petite flaque d'eau, la consommation locale, le balancing de la consommation. Et en plus, maintenant, il y a des producteurs il y a des consommateurs qui sont producteurs, on les appelle les prosumeurs. Donc tout ça, ça nécessite un peu d'ingénierie, ou alors on fait n'importe quoi, ou on essaie d'optimiser. Voilà. Et donc ce monde-là, c'est un nouveau paradigme qui va éclore, qui ne va pas remplacer le premier, parce que l'indépendance énergétique du pays, la péréquation nationale, le fait d'avoir la même énergie au même prix pour toute la France, ça nécessite des moyens de masse centralisés quand même. Mais c'est quelque chose qu'il faut ajouter. Voilà. Donc j'ai appelé ça des systèmes décentralisés. Donc, tu suggères de prendre en compte la capillarité de la production et d'intégrer ça à un gros système qui est la production comme on l'a actuellement. Oui, je n'ai pas de chiffres, mais le gros système, il peut faire les 2/3 ou un peu moins de la production du pays. Et puis après, s'adjoindre une optimisation locale en fonction des territoires, en fonction de leur potentiel, etc. On ne peut pas dire à chaque territoire, vous avez votre politique, parce que la Bretagne n'aime pas, je salue les Bretons au passage, j'en ai plein dans ma famille, ils n'aiment pas les unités de production, ils n'aiment pas les lignes non plus. Alors, il faut acheter des batteries. Et puis dans les Alpes, on a du nucléaire, des barrages, etc. Donc si on fait le prix réel, les Bretons, ils vont payer des millions, et dans les Alpes, ça va être gratuit. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Quand on a une politique nationale. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans l'énergie. Qu'est-ce qui te paraît aujourd'hui, toi qui maîtrises bien qui a une bonne compréhension du secteur de l'énergie, qu'est-ce qui te paraît être les bonnes idées et les mauvaises idées pour les entrepreneurs dans l'énergie? Qu'est-ce que tu recommanderais à un entrepreneur de ne pas faire, et qu'est-ce que tu recommanderais de commencer à regarder sur quoi est-ce qu'il y a le premier niveau, si c'est quelqu'un qui a déjà des usines ou qui a déjà un potentiel de production, c'est de connaître parfaitement son bilan énergétique pour l'optimiser. Après, évidemment, il faut investir et participer à l'innovation dans toutes les technologies de production d'énergie ou d'optimisation de l'énergie
grâce aux moyens Internet, à la digitalisation, etc. Et il y aura en permanence de nouvelles technologies qui vont apparaître, en permanence. Tout change, de l'ailette de turbine qui va prendre une forme différente aux nouveaux panneaux solaires. Moi, je pense qu'à terme, quand je dis à terme, c'est sans donner de date, c'est à la fin, c'est le solaire qui va gagner, parce que le solaire, c'est une énergie qui est infinie. Et donc, si on sait l'obtenir à un bon ratio, un bon coût, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, c'est un couple entre le rendement de la cellule et son coût. Parce que ce n'est pas que le rendement. Si c'est un rendement avec un coût infini, ce n'est pas intéressant. Si c'est un bas coût avec un mauvais rendement, ce n'est pas intéressant non plus. Donc, il y a un couple rendement-coût. Et si il y a une zone à partir de laquelle ça sera imbattable parce que l'énergie est infinie, ce qui n'est absolument pas le cas du vent, qui a beaucoup d'autres contraintes et qui en plus abîme et bousille le paysage. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, l'environnementalisme, c'est né de la défense du paysage. C'est ça que j'avais aimé à l'époque. Donc, mettre des éoliennes partout, ce n'est pas vraiment ce qui protège le plus le paysage. Alors que le solaire, par exemple, un jour, il sera totalement intégré aux matériaux du bâti. Ça c'est des choses à étudier pour l'entrepreneur aussi. Ça ne sera plus des panneaux qui ne sont pas beaux du tout, d'ailleurs, quand tu les colles dans les champs, et pas terribles quand tu les mets sur les toits, mais un jour, ça va être le matériau lui-même qui va absorber l'énergie, une espèce de briquette ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, la peinture nanoparticulaire, ce sont les nanoparticules injectées dans la peinture qui vont prendre l'énergie. C'est tout ça qui me paraît être des champs d'investigation. Bon, moi, je fais des startups, j'en ai vendu et d'autres sont en cours. Je travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qui est capteurs. Donc, les capteurs, ça permet d'optimiser un système précisément de manière intelligente. Voilà, donc ça, c'est une des pistes. Mais l'énergie, ça a commencé avec le feu, le silex, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, la mode, on peut se tromper. Bon, l'énergie, c'est un truc assez long terme quand même. Parce qu'il y a il y a des milliards de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. L'électricité ne sera pas vraiment remplacée parce qu'un sèche-cheveux au charbon, c'est pas facile. Même à hydrogène, c'est pas terrible. Mais après, il y a comment produire l'électricité et là, c'est infini. Voilà. Quand tu parles de solaire, j'imagine que ce n'est pas que le photovoltaïque. J'imagine que tu as aussi les… Le thermodynamique, ça c'est pour les grosses centrales et pour des pays où il fait extrêmement chaud, pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, etc. Mais là, on retombe dans des moyens centralisés. C'est-à-dire c'est des moyens lourds qui doivent être optimisés par une certaine taille. Et donc, mais un jour, ils auront une avenue devant eux parce que tout le monde sait que le vrai problème, ça sera l'eau. Et quand il faudra désaliniser en masse l'eau de mer, on aura besoin de nucléaire et de thermodynamique et de solaire thermodynamique. On ne va pas le faire avec des petits panneaux. Il faut des puissances qui ne sont pas pour l'instant disponibles. Donc voilà ce que je peux dire. Ça. Mais dont dispose le soleil. Ben oui, c'est infini le soleil. Il n'y a pas de limite. Ah bon, il y a des astrophysiciens qui pensent que d'ici quelques milliards d'années, le soleil sera fini. Mais bon, nous, alors, on fera une autre réunion et je m'excuserai platement d'ici plusieurs milliards d'années. Mais pour l'instant, on maintient le cap. Voilà. Non, mais tout vient du soleil. Même l'énergie, les plantes, le soleil, c'est lui qui fait tout. Donc, il suffit de le savoir. La nature, l'énergie, la nature, dans sa grande sagesse, a été trouver son énergie dans le soleil, elle-même, sans panneaux, avec d'autres systèmes. Écoute, c'est super. Merci beaucoup, Olivier. En fait, tu as abordé au cours de cet entretien l'ensemble des petits points qu'on va pouvoir voir dans le reste de la journée. Donc, c'est une formidable… Je suis désolé de ne pas être là, mais ça sera avec plaisir que je rencontrerai tous tes amis une prochaine fois. Et je suis à la disposition s'ils ont envie d'échanger ceci ou cela. Ils peuvent me trouver sur LinkedIn pour me retrouver. Et nous allons mettre tes coordonnées qui étaient déjà en début de session. On va les remettre maintenant. Alors, merci beaucoup, séminaire de rentrée. Travaillez bien et puis à bientôt de vous rencontrer, j'espère.